Salut à tous et bienvenue sur Impact Zone, le podcast français 100% surf. 3e épisode déjà, avec toujours la même équipe, Rémi et Fred à la technique. La recette ne change pas, mais elle s'affine au fil du temps, avec toujours de l'actu, des sujets de fond, de l'analyse, de la culture, un peu de déconne aussi, et de la musique au milieu de tout ça. On va pas perdre plus de temps et rentrer directement dans le vif du sujet avec le sommaire. Rémi, c'est à toi. Salut à tous. Pour le premier gros point de cette émission, on vous parlera d'un type de board bien particulier, le Twin Fin. Et on va s'intéresser à la manière dont ce shape traditionnel a fait un incroyable comeback ces dernières années et essayer de comprendre comment et pourquoi c'est devenu juste une planche indispensable dans le quiver de Monsieur Tout-le-Monde. Après une petite coupure musicale, on vous parlera ensuite d'une rumeur lancée par Stab cette semaine. Un air show organisé par la WSL. Un circuit parallèle au World Tour, donc entièrement consacré au surf aérien et aux manœuvres aériennes, avec sur le papier des surfeurs prestigieux, dont quelques surfeurs du World Tour. On fera le point sur ce qu'on en sait déjà et on se permettra aussi de se projeter un petit peu sur ce circuit qui a l'air complètement dingue. J'ai hâte d'en parler. On n'oubliera pas de faire un petit blast from the past, le moment culture de l'émission. Bien sûr, il y aura encore un peu de son et aussi un coup de pression bien impressionnant du shaper et surfeur de gros Eric Rouget. Cool. Et bien sûr, on terminera tout ça par le conseil motivation, le Grom Spirit. Un sommaire chargé donc, mais hyper intéressant, qu'on va attaquer juste après l'actu surf de ces 2 dernières semaines. L'actu maintenant. Et une actu évidemment marquée par la reprise du World Tour et le Quicksilver Pro Gold Coast qui s'est terminé il y a tout juste une semaine. Ouais, ça s'est achevé avec pas mal de surprises, dont la première grosse surprise pour moi, c'est la victoire de Julian Wilson qui arrive blessé à l'épaule, fatigué parce qu'il a assisté au premier accouchement de sa femme et il y repart avec la victoire. Surprise, motherfucker! Et du coup, il y a un parallèle intéressant à faire avec Owen Wright qui lui l'an dernier était revenu aussi sur le circuit après de longs mois de blessures et un trauma crânien qui l'avait vraiment handicapé pendant très longtemps, avec aussi une naissance toute récente et qui avait également remporté du coup l'épreuve. Donc c'est un parallèle amusant, enfin en tout cas intéressant à faire entre les deux. Ce que j'ai remarqué moi sur cette compète, c'est que Julian Wilson, il s'est vraiment concentré sur l'essentiel, c'est-à-dire choisir les bonnes vagues, mettre les bonnes manœuvres au bon moment, faire le job en gros. Et sur la dernière partie qui s'est déroulée sur la vague de Kira, Julian Wilson étant blessé au bras arrière, ne pouvait pas freiner avec sa main au risque de se faire arracher le bras. Et cela, ça l'obligeait à partir plus profond, à se mettre dans des cavernes énormes, ce que les juges apprécient, et donc à prendre des gros scores. Et on le voit d'ailleurs sur ses scores, à partir des quarts de finale, c'est là où vraiment son total de points explose. Ok, cette première étape a aussi quand même été l'occasion de remarquer un vrai changement de garde, on peut dire. Ouais, un vrai changement de garde. On voit qu'il y a les rookies qui sont là, ils sont bien présents. Il y en avait 3 en quart de finale, Griffin Colapinto, Thomas Hermes et Michael Rodriguez. Et sur ces 3 rookies, il y en a 2 qui sont passés en demi quand même. Et ce qui est super intéressant, c'est que tous les rookies ont atteint le round 3. C'est hyper exceptionnel. Il s'est passé des choses intéressantes aussi du côté des filles. Ouais, il y a eu des surprises chez les filles. La première, c'est Kelly Andrew, qui s'offre le scalp de la reine de la Gold Coast, Steph Gilmore. Ouais, pour atteindre la finale. Malheureusement, elle a perdu face à l'équipe Peterson, qui s'offre sa 2e victoire en 7 ans. Il y a aussi des choses intéressantes à retenir du côté du jugement. Ouais, les jugements, ils se sont sacrément durcis. Il y a eu très peu de notes au-dessus de 8 points. On voit vraiment que les juges, ils sont plus sévères pour scorer des scores, ce qu'ils appellent excellents. Donc, notes au-dessus de 8 points, c'est très difficile. Et donc, on voit que ça se durcit et que ça va moins distribuer du 10 à tout va, comme on a pu le voir sur certaines compètes l'année dernière. Voilà, je pense qu'ils se sont déjà fait avoir tellement de fois à surnoter, ou en tout cas noter très très favorablement en début de compète et finalement assez vite taper à 10, que maintenant ils sont très prudents et parfois un peu trop. C'est vrai qu'on a été surpris par certaines notes qui il y a encore pas très longtemps auraient valu 1,5 point ou 2 de plus. Personnellement, je trouve ça bien qu'ils durcissent les jugements. Après, je les ai pas toujours trouvés raccords. J'ai trouvé qu'il y en avait certains qui s'étaient fait voler, donc Gabriel Medina face à Mikey Wright. Pour moi, clairement, Mikey Wright, il méritait pas les scores qu'il a eu comparé à la tonicité du surf de Medina, et je pense que Medina méritait d'aller plus loin. Ça n'est que mon avis. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Ok, de la compète, en tout cas, on pourra aussi retenir l'absence quand même de Kelly Slater. Ouais, absence de Kelly, qui est aussi forfait
pour Bells qui commence la semaine prochaine. Voilà, et ça c'est quand même une nouvelle assez triste puisque déjà il avait gagné 4 fois l'épreuve de Bells, que c'était l'occasion pour lui de participer à sa dernière épreuve contre Mick Fanning, donc là aussi quand même une page qui se tourne, et puis parce que finalement il nous avait déjà prouvé dans le passé qu'il pouvait faire des très gros résultats à Bells. Je sais pas si tu te souviens, mais en fait en 2010 il s'était fait une entorse de la cheville en free surf, ce qui l'avait pas empêché de remporter la compète carrément avec un pied voilà dans le bandage. C'est pas cette année qu'on le verra. Moi, ma question, c'est quand est-ce qu'il reviendra? Est-ce qu'il a vraiment envie de revenir pour Margaret River, qui est quand même pas non plus l'épreuve la plus dingue? Pas sûr. Pour Rio, pas sûr non plus. Peut-être que, comme il a dit là pour le moment, en fait, il approchait chaque événement l'un après l'autre. Peut-être qu'il se garde quand même pour Keramas, qui va être assez intéressant, et voir pour JB et Tiopo, qui sont des vagues sur lesquelles forcément il excelle. Je serais pas surpris du coup de le voir absent pendant encore quelques semaines, moi. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je pense s'il revient, c'est pour gagner, c'est qu'il est en forme pour pouvoir gagner. Kelly, il s'approche quand même de la fin et je suis pas sûr qu'il ait envie de partir sur un goût amer d'une dernière place, d'un round 2, d'un round 3. Il veut partir sur une victoire. Ni de se blesser bêtement à Margaret ou à Rio. On va terminer sur la WSL avec un petit report du banquet annuel donnant les awards à chaque surfeur. Voilà, des banquets qui traditionnellement ouvrent la saison et qui est aussi la seule occasion pour nous de voir les surfeurs en smoking et les surfeuses en robe de soirée. Alors là, forcément, il y a eu beaucoup de performances de délivrer, comme chaque année. On peut retenir le hit de l'année, qui est la finale entre Julian Wilson, et Gabriel Medina à Tiopo. On peut retenir la manœuvre de l'année, qui est donc pour les hommes, John et son incroyable carve à Margaret, et chez les filles, Carissa Moore, elle, à Trestles. Mais vraiment, ce qu'il faut retenir en tant que Français, c'est deux choses concernant des filles. La première, c'est donc Vaine Fierro, la jeune Tahitienne qui a été sacrée championne du monde junior en janvier dernier en Australie, donc qui s'est fait remettre son prix de manière plus officielle que sur le podium. Et la deuxième, c'est donc Johanne Defay qui là aussi a été récompensée pour avoir remporté le circuit WQS féminin en parallèle de donc sa carrière et son chemin sur le World Tour. Donc voilà, cocorico à toutes les deux. Ouais, bravo les filles. On passe maintenant du très glamour banquet WSL robe de soirée vainé sur la Gold Coast à l'anti-glamour du surf trip. Et là, ça s'est passé du côté du Maroc et de la zone de Tarazout, pour ceux qui connaissent, il y a environ 2 semaines. La zone, elle a été en proie à des pluies diluviennes pendant plusieurs jours et à de la houle énorme aussi. Certains disent qu'ils n'avaient pas vu ça depuis 10 ans. Ce qui a poussé tous les surfeurs touristes et locaux à pas pouvoir se mettre à l'eau pendant des jours et des jours. Et le jour où ils ont pu se le permettre, en fait, ils sont allés surfer dans une eau absolument dégueulasse à cause des oueds qui avaient déversé toute cette eau de pluie. Et ça a conduit tout ce petit monde à avoir une drisse, mais vraiment très 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 forte, et donc conduire à la queue devant les toilettes des surfcamps. Voilà, donc une petite anecdote plutôt marrante. Ah, c'est une infection ici. Je vais me chier dessus. Donc on va remonter de quelques centaines de kilomètres la côte pour aller directement au Portugal. Ouais, au Portugal, où a eu lieu exactement à Espinho la première compète de longboard pro de l'année, où Cocorico, Édouard Del Perro et Justine Dupont se sont imposés respectivement dans leur catégorie dans des conditions absolument dantesques. Bon, pour Justine, ça n'a pas dû poser de problème, vu comme on vous l'a dit dans les épisodes précédents, elle a chargé des vagues juste énormes à Nazaré, donc 2,50 m, 3 mètres à Espinho, ça lui faisait pas peur. Mais bon, les deux Français ont gagné, donc c'est top. Voilà, et du coup, on souhaite bonne chance à tous les deux pour leur saison, et quand même aussi à Édouard Del Perro, le frangin, à qui le titre mondial a échappé de peu en décembre dernier à Taïwan, et qui, je pense, vraiment a envie de cette fois-ci d'aller conquérir ce titre qui mérite entièrement. C'est clair, sur son Instagram, il avait l'air bien motivé en tout cas, ça s'est vu. Allez, on en a fini avec les actus et on attaque directement le premier gros sujet de cet épisode 3, c'est le focus sur le Twin Fin. Un sujet cheb donc, et plus particulièrement d'une tendance néo-rétro qu'incarne depuis quelques années le renouveau du Twin Fin. Pour commencer, Rémi, qu'est-ce qu'un Twin Fin ? Un Twin Fin, c'est une planche qui est munie de 2 dérives identiques. Si je t'emmerde, tu le dis, hein. Écoute pas, tu as l'air complètement inattentif. Alors pour la petite histoire, les Twin Fin, ça ne date pas que des années 80 comme on pourrait le croire, mais ça a été créé dans les années 40. Bob Simmons les utilisait, on appelait ça des dual fins à l'époque. Ça a été vraiment popularisé fin des années 70, début des années 80,
par un certain Mark Richards qui a gagné 4 titres de champion du monde sur ces planches-là et qui a vraiment popularisé ces planches à travers le monde. Il a bien sûr fait évoluer la planche avec un maître-beau un peu plus haut, des décrochés, un tail en queue d'hirondelle, swallowtail comme on dit en anglais. Et ces planches-là étaient plus utilisées à l'époque dans les petites vagues et on utilisait un single fin pour les plus grosses vagues. Bon, tout ça c'était avant le thruster qui a bien sûr éliminé toute cette tendance. Ouais. On a pu voir aussi un certain Martin Potter, champion du monde 1989 et commentateur de la WSL actuellement, qui a complètement radicalisé l'utilisation du twin fin. Après, pendant 20 ans, 30 ans, on n'a plus vraiment entendu parler de ce type de planche. Et puis plus récemment, grâce à plusieurs ambassadeurs, la planche est redevenue populaire et on en voit de plus en plus au line-up. Ouais, je pense qu'on pense tous à David Restovic, à Rasta, qui lui a vraiment depuis quelques années opéré un grand virage et surfe que des planches traditionnelles ou en tout cas des planches un peu originales. Et le twin en fait partie. Il y a aussi des surfeurs comme Ryan Birch, beaucoup plus récent, beaucoup plus jeune, qui dans sa part Psychic Migration de la vidéo Volcom détruit une gauche au Chili. C'est vraiment une section, une part qu'il faut aller voir si vous l'avez pas vue. On la mettra en description de notre lien SoundCloud comme pour toutes les références dont on parle. Mais qui lui réinvente vraiment avec un shape une planche qui shape lui-même sur place. Réinvente un surf absolument hallucinant avec son style unique. Il y a qui d'autre? Ram Machado, faut le citer. Ram Machado, quand même, l'utilisation du twin, c'est aussi son truc et ça colle bien à son style. Le twin fin, bien sûr, ça permet un style plus coulé, plus en vitesse, down the line comme diraient les anglo-saxons, c'est-à-dire un surf plus devant la vague avec des flotteurs, des cutbacks et moins de manœuvres très verticales. Bien qu'il y ait des surfeurs comme Aisher Pacey et d'autres spécialistes de ce type de planche qui montrent qu'on peut surfer radical avec ça. Ouais, et du coup, petit aparté, il y a William Aliotti, qui est un surfeur français que les gens connaissent sans doute, qui lui, pareil, s'est pris d'amour ou d'intérêt en tout cas pour le twin et qui a un petit projet, du coup, avec ce genre de planche. C'est hyper surprenant. Le peu d'images qu'on a pu en voir, c'est qu'il hésite vraiment pas à attaquer des vagues très creuses dans les landes avec, et il te fait des light take-off, des take-off vraiment sous le lip et des énormes re-entry et tout. Un surf ultra moderne, ultra progressif qui est plutôt surprenant pour ce genre de shape, pour ceux qui ont déjà testé ce genre de planche. Ouais, parce que c'est des planches qui vont très vite, qui sont très maniables, qui permettent de vraiment bien s'amuser, et même pour un surfeur lambda. Par contre, c'est pas super stable et ça a pas énormément de conduite, on va dire. C'est une planche un peu faux folle, on peut s'amuser, faire plein de tricks, tourner dans tous les sens, aller vite. Mais par contre, ce qui est de tenir sur des très grosses vagues et aussi sur des grandes courbes ou un surf vertical, c'est pas forcément ce qu'on a l'habitude de voir. Quoique maintenant, ça a l'air de changer, j'ai l'impression. Il y a des shapers qui changent la donne avec ça. Ouais, déjà, à commencer par, du coup, tu parlais de grosses vagues. C'est intéressant de voir que des surfeurs de grosses vagues comme Jamie Mitchell se sont laissés tenter par la chose. On a pu voir qu'il avait présenté il y a quelques semaines une planche shapée par Tomo, donc shaper entre autres pour Firewire, qui proposait des twins. Et il y a un shaper français qu'on connaît bien tous les deux qui s'appelle Thibaut alias Spo, qui lui aussi vient de finir un gun avec des twins. Je dis ça parce qu'en fait il a eu la chance d'aller sur le North Shore il y a quelques semaines pour son boulot et de rencontrer Jamie Mitchell avec qui ils ont pu parler de ce genre de choses justement. Et Jamie Mitchell lui est complètement convaincu par ce type de choses, donc c'est assez surprenant, ou en tout cas ça dément vraiment tous les gens qui disent que le fait d'avoir deux dérives ne permet pas une accroche optimale. C'est clair. Bon, après, on en voit de plus en plus. Donc, c'est une board qui est fun. On voit des surfeurs très performants surfer avec. Mick Fanning, on l'a vu surfer une Mark Richards il y a pas longtemps. Coleo et Andino a fait aussi la couverture de Stab avec un twin. Ouais, il y a eu aussi à JB pendant la compète l'an dernier une petite série en aparté avec Jordy Smith, Seabass, Wilco, Connor Coffin qui ne surfait qu'avec des twins. Du coup, c'était un format un peu particulier, quoi, une série plus pour se marrer qu'autre chose. Et donc ouais, on voit que
on compte même plus en fait les surfeurs pros, enfin compétiteurs. Tout le monde qui commence se sont essayés en fait à ce genre de truc. Tout le monde commence à en avoir un dans son quiver, j'ai l'impression. Et d'ailleurs, les shapers ont vu le marché et j'ai l'impression qu'il y a deux grosses tendances qui arrivent dans le twin. C'est le rétro twin et d'un autre côté le twin performance, donc qui s'adapte à deux types de surfeurs aussi. Donc les surfeurs plus cruising longboard vont utiliser plus un rétro twin qui va aller très vite mais sera un petit peu moins manœuvrable, et les surfeurs qui viennent plus du thruster et plus agressifs vont utiliser un twin performance. Et de même chez les shapers, on voit que les shapers qui étaient habitués à faire des thrusters très performance rentrent dans le twin perf, et d'un autre côté les shapers habitués à faire des longboards et des single fin rentrent dans le rétro twin. Parce que tu sais, privilégier l'esthétique, c'est une chose, privilégier le fonctionnel, c'est en est une autre. Et ces gens-là ont trop privilégié le fonctionnel. Ce que ne faisaient pas des gens comme Gaudi, qui faisaient cette architecture magnifique, tu sais, cette architecture organique. Et du coup, c'est intéressant d'avoir peut-être un petit avis. Je donne notre avis perso, enfin le tien et le mien. Moi, je viens de la planche du thruster, du shortboard comme toi. Je me suis laissé tenter par un twin plutôt classique il y a quelques années, donc avec des kill fins, des dérives fixes en bois, un truc traditionnel. Sur lequel je me suis amusé pendant assez longtemps, mais qui au bout d'un moment m'a frustré, puisqu'évidemment j'ai pas le même mouvement, la même réactivité, je peux pas faire les mêmes courbes qu'avec une petite planche. Donc aujourd'hui j'aimerais bien avoir une planche un peu plus on va dire réactive. Et toi, t'as justement ce genre de planche? Ouais, moi j'ai un twin fin shapé par Rusty, Preschendorfer. Et beaucoup plus perf. Ouais, beaucoup plus perf, qui est vraiment c'est comme un fish classique comme on pourrait les voir en quad ou en trifin à l'heure actuelle, mais en twin, et c'est vraiment fun dans les petites vagues, justement pour un surfeur plus axé performance. On peut s'amuser et ça rend quelques sessions qui pourraient paraître complètement chiantes, ça les rend marrantes et ça permet de faire des trucs sympas. Ça, voilà, c'est une glisse différente, mais c'est ce qu'il faut noter dans le twin en fait, c'est que c'est une glisse qui est complètement différente, qui permet d'avoir des trajectoires très hautes, très longues, d'aller très vite, de faire des courbes serrées très rapidement, et je pense que c'est ce qui peut aussi intéresser un surfeur lambda, c'est que ça permet d'être radical sans trop de niveau. Après, d'un autre côté, si on s'énerve trop dessus et qu'on s'énerve trop à essayer de casser ses trajectoires, ça devient un peu casse-gueule. Ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, c'est vraiment une planche que tout le monde devrait avoir dans son quiver. Déjà parce que ça permet, comme on l'a dit, de surfer des petites conditions et de s'amuser bien plus avec ça qu'avec une planche normale. Mais aussi parce que finalement, c'est ce genre de planche qui te permettent de progresser, y compris quand tu reviens après sur une planche un peu plus perf, en fait, on va dire. J'aime bien, moi, combiner les deux assez régulièrement. Ouais, après, c'est clair que si vous avez pas un quiver entier, c'est pas la planche que je conseillerais. Par contre, voilà. Si vous avez plusieurs planches, c'est une planche fun. C'est vraiment une planche fun et c'est à essayer au moins une fois. Ouais, franchement. Et surtout avec l'été qui arrive, là, ou en tout cas le printemps, c'est vraiment une petite arme absolue pour les petites vagues. Et ouais, ça c'était un petit clin d'œil au film North Shore où justement un surfeur de petites vagues débarque à Hawaï. Ok, bon ben on en a fini pour ce sujet shape et twin. Première coupure musicale maintenant avec les Midnight Juggernauts, un groupe de Melbourne en Australie, dont le morceau introduisait un des épisodes du blog vidéo de Day on Edges, qui hébergeait son sponsor Globe il y a à peu près une dizaine d'années. Alors c'est un journal de bord vidéo qui montrait pour la première fois le backstage de quotidien d'un surfeur pro, et en fait je trouve ça assez marrant de faire écho à ce format qui était assez novateur pour l'époque, à l'heure où aujourd'hui les mecs partagent absolument tout et n'importe quoi sur leur story. Donc voilà, en tout cas 10 ans après, le morceau n'a rien perdu de sa saveur, à vous d'en juger. On se retrouve tout de suite après. Yo!
ce morceau est dédié à Kelly parce qu'il s'appelle Road to Recovery, la route vers la guérison. Allez, bonne guérison à toi, Kelly. Et maintenant, à très vite. À très vite, ouais. Maintenant, on enchaîne sur la rumeur. La rumeur lancée par Stab sur les Air Show, donc la possibilité d'un tour pro consacré aux airs. Voilà, donc on en parlait pendant le sommaire. La news est tombée il y a quelques jours, donc sur le site de Stab, qui en général sont plutôt bien informés de tout ce qui se passe du côté de la WSL. Et il s'agirait donc d'un format complètement novateur, un circuit, ou en tout cas une épreuve pour le moment, on va dire, 100% aériole, dont la première se déroulerait en marge du Quicksilver Pro France, donc sur nos beach breaks landais, avec un parterre de surfeurs pour le moment super impressionnant. Ouais, carrément, parce que dans la liste, on nous cite Dane Reynolds, Noah Dean, Craig Anderson, Chippa Wilson, Ozzy Wright, Albi Layer, Felipe Toledo, Italo Ferreira, Radboy, Christian Fletcher, Gabriel Medina et John Florence. C'est une liste qui fait plaisir, c'est clair, mais moi je trouve qu'il y en a 2-3 qui manquent et peut-être 2-3 en trop. Ouais, alors on peut commencer par ceux qui manquent. Je sais qu'on pense tous les deux au même en tout cas. Ouais, Matt Meola quand même qui a rentré des tricks de fou sur les dernières années, qui a vraiment inventé des manœuvres, donc ouais. Lui il est carrément manquant. Pour moi, il y en a qui sont très prestigieux comme Christian Fletcher, Ozzy Wright et Radboy, mais au final ils sont peut-être un petit peu vieux comparé à ce qui se fait maintenant sur la scène des aériales. Bah ouais, Christian Fletcher, il a 47 balais, donc autant il a été précurseur dans ce domaine et je doute pas qu'il surfe encore mieux que nous et qu'il envoie des airs plus haut que nous, mais on n'en envoie pas. C'est peut-être pour ça. Mais en tout cas, par rapport au nom qu'il y a là, effectivement, on est en mesure de se poser la question de ce qui vaudra en série, d'autant que, comme on le disait, donc il en manque. On avait parlé donc de Matt Meola. Toi, tu pensais aussi à Yago, je crois. Yago Dora, il est sur le tour, il envoie des airs de Maboul. Moi, je vois aussi le jeune hawaïen Baron Mamiya qui récemment, je sais pas si vous l'avez vu sur Instagram. Tu l'aimes bien celui-là, toi, hein? Ouais, je l'aime bien celui-là. Il a balancé un air reverse qu'il a pas replaqué, mais qui est juste à 2,50 m de haut, on dirait un snowboarder. Donc c'est incroyable. On peut penser à Dionysius aussi qui fracasse dans les airs. Creed McTaggart aussi qui est très très bon. Enfin, il y en a plein. Il y a aussi des Européens. Ouais, Robin Nash qui lui quand même a pas à rougir face à tous ces mecs là aussi. Bon bref, on voit que de toute façon je pense qu'on peut pas non plus inviter tout le monde sur ce genre d'événement, mais il y en a quand même 2 ou 3 en trop et 2 ou 3 qui sont pas là quoi. Ouais, bon clairement, on est d'accord sur Matt Meola, il mériterait clairement sa place dans un tour comme celui-ci. Après moi il y a un truc qui m'interpelle, c'est que dans ce panel de surfeurs, on voit vraiment des surfeurs pro WSL, pro Tour et des surfeurs qui ont toute leur carrière et d'ailleurs ont fait leur carrière sur un fuck à la WSL. Bah ouais, alors je pense qu'on pense tous les deux à Noah Dean, l'Australien, Noah Dean, Christian Fletcher qui Ouais, et bah exactement, c'est vrai que à commencer par Fletcher, t'as raison. Donc c'est assez surprenant de les voir comme ça sur ce tableau. Noah Dean, du coup, qui avait fait son fameux fuck de WSL devant eux pendant le Surfer Pole Awards il y a 3 ans. Entre nous, bon, il a quand même participé au Vulcan Pipe Pro, qui est un événement WSL aussi, donc enfin special event. Donc, il a quand même déjà mis un pied dedans, on peut dire, remis un pied dans la porte. Oui, tout à fait. Mais ça reste quand même très surprenant. Et Christian Fletcher, oui, c'est la même chose. C'était le rebelle anti-compète par excellence. Ouais, et puis qui a toujours craché sur le système, qui a toujours voulu. Il a fait partie de toutes les tentatives de tours parallèles. Enfin bref, tout ce qui était anti-establishment, il était dedans. Donc c'est un peu bizarre de voir ce panel de surfeurs. Est-ce qu'ils ont accepté? Est-ce que c'est réel? Ouais, alors voilà, du coup, comme on a dit tout à l'heure, c'est qu'une rumeur pour le moment. Bon, déjà Radboy sur son Instagram avait l'air d'être très surpris de la nouvelle. Il était pas au courant. C'est vrai? Ouais. Bon bah voilà, du coup ça veut peut-être dire que la liste sera pas définitive. Ce qui est en tout cas intéressant, c'est que la WSL habituellement, quand ça fuite un peu comme ça, souvent ils rattrapent le coup en communiquant rapidement sur l'événement. Là, il y a toujours rien eu.
Donc est-ce qu'ils ont vraiment été pris par surprise et que ça a fuité beaucoup plus vite que prévu? Peut-être. Est-ce que la moitié des choses qui sont dites dans l'article de Stable est fausse? C'est possible aussi. Ça pour le moment on n'en sait rien. Ce qui est cool en tout cas, c'est que l'idée est quand même assez intéressante, d'autant plus que la première épreuve se passerait chez nous. Ouais, ça c'est top, et puis le spot il convient parfaitement, dans le sens où chez nous on a des bons beach breaks, on a des bonnes rampes de lancement, c'est puissant, c'est près du bord, ça peut être spectaculaire, donc ça peut être génial. Moi j'y vois quand même un intérêt clairement marketing de la WSL, c'est de rallier un peu tout ce qui se fait dans le surf sous la houlette de la WSL. Donc récemment ils ont racheté les droits du XXL Award, donc le gros surf, ils ont développé le Big Wave World Tour, le longboard, et là les airs et un peu toute la scène anti-establishment. Donc est-ce que c'est faisable de rallier la scène anti-establishment sous l'establishment du surfing? Ça me paraît un petit peu difficile et un coup marketing ambitieux. Par contre, s'ils arrivent à le faire, c'est pour notre plus grand bonheur et le plus grand bonheur des fans. Alors pour la petite histoire, il y avait déjà eu un air show, un tour de air show, donc réservé à du surf aérien. C'était au début des années 2000. Organisé par Feu Surfing Magazine. Ouais, voilà, ça s'appelait le Vans Smash pour Surfing Magazine Air Show, et donc c'était en plusieurs épreuves à travers les États-Unis et l'Amérique latine, avec à l'époque des surfeurs, donc voilà, début des années 2000, entre 2000, 2003, 2004, comme Aaron Cormican, qui était un Floridien, Eric McHenry, Joe Crimo, ce genre de mecs, comme Josh Kerr. Ouais, Josh Kerr qui en a gagné un paquet. Ouais, qui a presque tout gagné. Je crois que les premiers ont été gagnés par Christian Fletcher et le reste par Josh Kerr. Et du coup, j'ai une anecdote intéressante là-dessus. Moi, j'ai eu la chance de voir un de ces événements, donc c'était à Playa Hermosa, à Costa Rica, en 2003, donc ils étaient tous là, mais c'était quand même assez novateur pour l'époque comme format de compète et comme surf assez progressif. L'anecdote qui est assez marrante, c'est que bon, non seulement on voyait les gars s'échauffer uniquement les chevilles 5 minutes avant les séries, tellement ils envoyaient et qui réceptionnaient à plat, mais l'anecdote assez intéressante, ça concerne Christian Fletcher, qui était arrivé donc sur l'hôtel qui faisait face au spot sur la plage, complètement cramé, avec sa copine de l'époque qui était voilà, en mode bimbo, tatouée, refaite de partout, et blessé à la cheville. Et il avait une canne avec une tête de mort en pommeau en argent, donc c'était vraiment la rockstar Ozzy Osbourne qui débarquait à l'hôtel. Et il s'est mis à l'eau pour sa série avec du Chatterton tout autour de la cheville pour la tenir. Et il a pas fait grand chose ce jour-là. On voyait qu'il était pas forcément là pour surfer, plus pour d'autres choses, mais voilà, c'était vraiment l'image de la compète, c'était la rockstar qui était arrivée. On était en 2000, donc il y avait 15 ans de moins, il avait une petite trentaine, on va dire, et c'était déjà le boss. Ouais, c'est clair, c'était le boss des aériales. Et ce que tu dis qui est intéressant, c'est que donc les air shows ont été beaucoup gagnés par Josh Kerr, et dans la rumeur de Stab, il s'avérait que le directeur de compétition ne serait autre que Josh Kerr. Josh Kerr lui-même, ouais. Lui-même, donc ça serait marrant à voir, lui qui connaît bien la compète, qui connaît bien la WSL, qui connaît bien la scène alternative aussi. Donc peut-être le trait d'union entre tout ça serait Josh Kerr. En tout cas, on est en mesure de se demander ce que vont donner des surfeurs comme Felipe Toledo ou John ou Medina ou Ferreira qui sont sur le tour. Est-ce qu'ils vont vraiment prendre des risques de se blesser pendant cette compète qui a priori du coup sera parallèle au Quick Pro qui en tout cas concernera des surfeurs potentiellement en pleine course titre. Ça peut être intéressant. Ouais, tu veux dire quelque chose? Ouais, tout à fait. Moi je pense qu'ils prendront les risques parce que si tu regardes bien, ils font tous des parts de vidéo entre leurs compètes et ils balancent tous des airs de ma boule. Et certes, ils se lancent pas dans des projets vidéo aussi ambitieux que John a pu faire il y a 2-3 ans avec son gros film View from the Blue Moon, mais quand même ils font tous des clips où ils balancent des airs de ma boule. Et même en compète, quand tu vois le double alley-oop de Felipe Toledo, ils prennent des risques et ils prennent le risque de se blesser. Donc ce sont des showman et s'ils participent, ce sera pas pour faire de la figuration. Et justement, je pense que les mecs du CT auront à cœur de calmer un petit peu tout le anti-establishment qui leur met des doigts d'honneur par derrière, mais au final, à savoir qui va être le patron, je pense que Josh Kerr ou Felipe, John ou Felipe, excusez-moi, peut clairement calmer tout ce petit monde.
Ouais, non, je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus. Juste, ma crainte, c'est de pouvoir vraiment mener deux compètes en même temps, si tu veux. D'une part, le Quick Pro et d'autre part, une compète. Ça sera aux organisateurs de choisir les timings pour lancer. C'est clair que s'ils lancent cet événement entre la demi et la finale, et que un de ces surfeurs est engagé en phase finale de compétition, il y a peu de chances qu'il se donne à fond. Après, si c'est juste après pour prolonger en fin de waiting period et tout ça, ouais, il y a moyen. Bon, en tout cas, voilà, une fois de plus, c'est qu'une rumeur. Ce qui est sûr, c'est que si ça voit le jour, ce sera quand même super intéressant. Il suffit d'entendre les clameurs de la foule au moindre aériole pendant une compétition pour savoir que c'est vraiment ce qui intéresse les gens. C'est le show, comme t'as dit tout à l'heure, et tous ces gars-là sont des showman. Donc voilà, moi je suis pressé d'être sur le bord de l'eau pour voir ce que ça peut donner. Ouais, après moi je m'interroge sur l'intérêt de cette compète vraiment, où on voit que les airs sont partie prenante du surf de compétition. Et est-ce que d'un sens faire une compète que d'air, c'est pas aussi restrictif que faire une compète que de roller, parce que s'il y a des gros barrels ce jour-là, est-ce que au final on préfère pas voir tous ces gars se mettre des grosses cavernes? Je sais pas, pour moi c'est un peu antinomique du surf où faut laisser parler la vague, et comme disait Tom Curren, qui est quand même un des surfeurs exemplaires, faut s'adapter à elle et la mettre en valeur. Ouais, après moi je suis convaincu que du coup, comme tu disais tout à l'heure, ça va être au directeur de compète de choisir le créneau, et qu'ils vont forcément choisir un jour et un spot qui seront propices aux airs, et que si t'as une gravière à 2,50 m, évidemment que eux les premiers préféreront se mettre des gros barrels que de se tenter des airs sur la vague. On fait confiance à Josh s'il est directeur de compète là-dessus. Ok, un sujet en entraînant un autre, je pense que la transition est toute trouvée pour parler de ton Blast from the Past, le petit moment culture de l'émission. Ouais, le Blast from the Past, ce coup-ci, ça sera Christian Fletcher. Tiens non. Et ouais, encore lui, il est là. Donc Christian Fletcher, fils de Herbie Fletcher, donc vraiment la surfing family. Herbie Fletcher, gros chargeur de Hawaï dans les années 70. Christian Fletcher débarque sur la scène surf professionnelle en 1988 en signant une couverture du magazine Surfer Magazine, et l'année d'après il en signe deux, une de Surfer et une de Surfing Magazine. Donc arrivé en trombe médiatiquement, ce qui crée un peu l'indignation chez tous les surfeurs pro compétiteurs à ce moment-là, dont le Californien Jeff Booth, qui décide d'écrire une lettre co-signée de tous les pros du tour à ce moment-là, s'indignant de la présence de Christian Fletcher dans tous les médias, et de l'attention médiatique que lui réservent les médias. Christian Fletcher, lui, ne sachant pas ça, continue son petit bout de chemin et s'impose dans la compétition du OP Pro à Trestles en 89, en mettant tout le monde d'accord à base de gros aérials. Il gagne le plus gros prize money de l'histoire du surf à ce moment-là, $32 000. Donc il met un peu tout le monde d'accord. Mais en 90, Surfer Magazine dévoile le poteau rose et publie la lettre écrite de la main de Jeff Booth. Donc là, boum, le clash commence. Let's get ready to rumble! Christian Fletcher, à sa manière très diplomate, décide de répondre à base de fuck, et donc insultant tout le monde. Damian Hardman, le traitant de chicken, Richie Collins de Cooks, Ian Kern de fils de et ainsi de suite. Donc bien, l'ambiance est posée. Christian Fletcher part sur son chemin underground, tourne le dos à la WSL. La WSL tourne, de ASP à l'époque, tourne le dos au style de surf insufflé par Christian Fletcher, ce qui fait que les aérials ont été sous-notés pendant 15-20 ans sur le circuit pro. On a vu d'ailleurs des mecs comme Shane Bashan se casser la tête à essayer de faire des airs et à perdre des titres mondiaux en essayant de les faire. Bref, quand même gros coup manqué par l'ASP à ce moment-là, qui a en gros négligé les aérials, qui maintenant en gros chaque surfeur, si on fait plus d'aérial, on ne compte plus dans le surf pro, tandis qu'à l'époque si on faisait des aérials,
ça ne comptait pas dans le surf pro. Donc un peu bizarre. Et en plus de ça, Jeff Booth dans sa lettre disait que c'était inadmissible qu'un mec qui surfait que l'été à Trestles et qui ne faisait pas vraiment de compète, qui ne s'entraînait pas, puisse avoir tant de médiatisation. Et maintenant on se rend compte que il y a des surfeurs qui ont jamais mis un pied en compète et qui font toute une carrière à base de parutions médias. Ok, merci Rémi pour ce petit retour vers le passé, super intéressant. Non, c'est impossible. Je viens de te renvoyer dans le futur. Oui, je sais, vous m'avez aidé à retourner dans le futur, mais me revoilà. Je suis de retour du futur. Nom de Dieu. On reste dans les airs avec ce morceau qui arrive, le morceau qui a servi de BO au film Lost Atlas de Kay Neville, sorti en 2011 et qui rassemblait là aussi pas mal de gros amateurs d'air stratosphérique et bien gras. Le morceau c'est This Big World de Dead Gaze, un groupe du Mississippi, un morceau qui rappellera forcément des souvenirs à ceux qui ont vu cette vidéo. On se retrouve pour la fin de l'émission après ça. Bon voilà, on sort un peu des airs et maintenant on va parler du coup de pression d'Éric Rouget. Donc Éric Rouget, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un shaper d'Anglet et un surfeur de très grosses vagues, pionnier de Bellara. Et justement, il nous raconte son coup de pression sur ce même spot. Bonjour Rémi. Bon, le coup de pression qu'on va raconter, c'est un coup de pression qui m'est arrivé parce que j'en ai eu beaucoup, mais particulièrement en plus donc c'était à Bellara, c'était en janvier 2009 où on a eu 3 journées de Bellara en suivant et c'était lors de la 3e journée avec Stéphane qui travaillait un peu, c'était le lundi si je me souviens bien là, et il travaillait jusqu'à 13h, donc on était arrivé un peu en vrac au port de Sokoa, on s'était mis vite à l'eau parce que le temps était en train de tourner. Et la mer grossissait encore, il y avait du vent, ça sautait. Bon, on voulait se faire quand même 3-4 vagues, histoire de boucler les vagues ultimes qu'on a eues cette semaine-là. Et donc on arrive au fond à Bellara. Bon, les équipages, la plupart s'en allaient. Nous on arrivait, donc on se met à disposition pour surfer. Donc je tracte d'abord Stéphane. Donc il y avait beaucoup de clapots et sur la 2e vague, Stéphane prend une très grosse gamelle et il se casse, je sais plus, une côte ou il se démet l'acromio, je me rappelle plus. C'est comme ça. Donc on tourne et je passe surfeur à mon tour là.
Bon, il me pose sur une vague pas terrible, donc bon, on essaye. Le vent commence à souffler, et bon, de très grosses séries rentrent. Et à un moment, bon, bon, j'ai pris une belle vague, et après, bon, je lui dis, j'en fais une dernière, et puis après, on va rentrer. Et donc, je pars, il me pose sur une vague, puis bon, cette vague-là, elle me plaît pas, et je sors de la vague. Donc, je suis sorti un peu vite, mais bon, Stéphane avait tracé déjà un peu la route, croyant que je faisais la vague. Et donc, quand il s'est aperçu que j'étais sorti de la vague, il revient vers moi, mais derrière, il y avait la grande sœur de la vague qui est arrivée. Donc, il arrive près de moi, mais j'ai pas eu le temps de m'accrocher à la machine, et donc j'ai pris donc tout l'impact au bol de Bellara, et donc là, bon ben. Les impacts là-bas sont très violents, ça. Donc je suis parti en profondeur. Bon, j'étais dans une lessiveuse, une essoreuse. Je reste en boule, tranquille, sans bouger, me maintenant pour pas me faire désarticuler. Et donc je reste cette première vague. Ensuite, bon, donc ça, je suis resté coincé entre deux eaux. Là, ça remonte pas. Donc j'entends une deuxième vague me passer au-dessus. Et donc là, deuxième vague. Bon, le souffle commence à manquer, et ça remonte toujours pas. Donc voilà. Et donc je sens à un moment ça commence à remonter, mais quand je remonte, je sens la troisième vague qui me passe au-dessus de la tête. Et bon, là, j'ai fait une inhalation dans l'eau parce que je ne pouvais plus. Et bon, et après je suis sorti, j'avais la tête hors de l'eau. Donc bon, mon équipier est arrivé à me récupérer. Bon, j'étais un peu sonné. Et donc il a eu très peur parce que lui a eu plus peur que moi parce que bon, en fin de compte, parce que je suis resté très longtemps sous l'eau et que je m'en suis pas aperçu. Donc moi, je voulais me faire une autre vague parce que je voulais pas rester. Il me dit non, il m'a dit on rentre parce qu'on va finir, on va se tuer. Bon, voilà un petit peu le truc, parce que lui il s'était démonté l'épaule, la chromio là, si je me souviens bien. Et puis moi qui avais failli rester, qui suis resté bien longtemps en apnée. Voilà. Histoire bien flippante d'Éric Rouget à Bellara, ce qui l'a pas empêché de continuer à aller sur le spot. Il y est d'ailleurs allé cet hiver. Voilà, et une histoire qui parlait de Onshore qui est le thème du Grom Spirit, donc le conseil motivation de Rémi pour terminer l'émission. Et ouais, le Grom Spirit ce coup-ci, c'est le onshore, et ouais, vous sortez du boulot, c'est l'été, le thermique s'est élevé, c'était parfait toute la journée, mais quand vous arrivez sur la plage, le vent a tourné, c'est pourri. Mais c'est pas grave, faut quand même aller dans l'eau, parce que comme le disent les air guys, onshore is the new offshore, donc ça vous permet de faire d'autres trucs que vous auriez peut-être pas fait quand c'est offshore. Ça vous permet de vous exercer justement aux aérioles, on en parlait tout au long de l'émission. Le onshore, c'est le vent pour faire des airs, c'est aussi le vent qui permet de gâcher des vagues, en fait, de tenter des trucs, de moins se mettre la pression pour surfer. On voit ses prétentions à la baisse, et un ou deux turns rentrés, un peu appuyés, ça peut suffire à vous faire la session. Donc n'hésitez pas, c'est onshore, mais c'est votre moment, faut aller dans l'eau, faut en profiter. Il y en a qui habitent à Paris, donc on se met à l'eau, on va surfer. Ok, merci Rémi pour le conseil du jour, et si jamais c'est vraiment trop onshore, on en profite pour écouter Impact Zone jusqu'au bout. Voilà, l'émission est terminée, on espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que nous à la faire. On se donne rendez-vous dans 2 semaines maintenant. D'ici là, vous pouvez retrouver tout ce qu'on a évoqué en description de l'émission sur SoundCloud, les vidéos, les liens des différents sites et des actus. N'hésitez pas à faire tourner l'émission autour de vous et à nous suivre sur les différents réseaux Facebook et Instagram. Et n'oubliez pas, allez surfer! Youh!